Je possède une certaine fascination pour M. Night Shyamalan. Cela tient à son style de réalisation et la trajectoire si particulière de sa carrière. Il était d'abord l'homme à twist avec Sixième Sens, Incassable et Signe, et il endossa la responsabilité d'élever ce que sont les films de genre. Tâche bien impossible parce que les films de genre n'ont de toute façon pas besoin d'être reconsidérés ou pris au sérieux, ils font ça déjà très bien tout seuls. Vient Le Village qui signe le début d'une phase mêlée de projets perso incompris ou nuls, c'est selon votre avis, avec La Jeune Fille de l'eau et des blockbusters ratés avec Le Dernier Maître de l'air et After Earth. Bon, heureusement nous sommes maintenant dans la troisième phase, des films espiègles profondément ancrés dans le genre et à forte valeur ajoutée. Ça a commencé avec The Happening et s'est prolongé il y a 2 ans avec The Visit. Et Split vient donc de retourner toutes mes attentes et on est pour moi dans un Shyamalan grand cru. Vous avez dû voir le marketing, Kevin possède 23 personnalités car il souffre de troubles dissociatifs de la personnalité. Il en a une 24e qui commence à émerger et prendre le dessus sur les autres. Mais notre point de départ de l'intrigue survient quand Kevin enlève 3 jeunes filles qu'il va retenir prisonnières. On entre directement dans ce qui est problématique. Split appartient à un genre qui marche sur un fil, à savoir une exploitation d'un phénomène de psychologie incompris de manière un peu malsaine. Si vous cherchez une représentation de qualité de ce trouble, allez ailleurs directement. On est face à un script qui grossit les traits afin d'exploiter scénaristiquement la prémisse comment différentes personnalités peuvent interagir entre elles. Et on peut facilement glisser dans le trope très préjudiciable véhiculant des idées fausses dans l'inconscient collectif. Heureusement, Shyamalan évite cet écueil et ça ne peut pas être par accident. Vu le développement de l'histoire et la prémisse, on pouvait facilement glisser dans une délusion de Kevin quant à cette 24e identité, en faire un tueur de plus et aboutir à une diabolisation du trouble dissociatif de la personnalité. Mais le réalisateur glisse dans un délire sci-fi totalement jouissif et limite transcendantal. Et ça ne tient pas qu'à ça. Tout le film est construit sur une certaine romantisation de la maladie mentale, qui fonctionne par 2 autres points. Le docteur Fletcher, joué par Betty Buckley, qui tient profondément à Kevin et à ses patients en général. Elle apporte une chaleur bienvenue au film, car essaye de faire comprendre ses patients à la communauté scientifique, à savoir le public du film, qui statuera sur ce point. Mais ça tient aux personnalités elles-mêmes de Kevin qui ont des actions répréhensibles à bien des égards, mais se sont construites dans le but précis de le protéger lui. C'est un très fort propos sur le trauma et ses conséquences. Kevin blesse des gens autour de lui, mais cette construction résulte avant tout d'un désir de se protéger lui-même après ce qu'il a vécu. Et c'est cette approche qui rend la maladie de Kevin touchante et pas offensante. Après, je ne peux pas être seul juge bien sûr, et je laisse aux personnes concernées, plus directement, le droit de juger cette représentation. Ce qui rend le film aussi fun et attachant, c'est aussi sa performance centrale. James McAvoy fait un travail monstrueux et je ne peux qu'imaginer la difficulté de balancer ces différentes personnalités sur le plateau. Si j'ai bien compté, on en voit 9 à l'écran, toutes avec leurs propres tics et expressions. Alors certes, c'est complètement over the top, mais au fur et à mesure, il est clair que McAvoy tourne la chose totalement à son avantage et livre une vraie bonne performance. Il est secondé par Anya Taylor-Joy, méconnaissable par rapport à son rôle dans The Witch l'année dernière, jouant Casey, une fille émotionnellement détachée. Elle contraste avec McAvoy et ça apporte un poids à la confrontation finale vraiment exaltante. Si ces dernières années ont pu souligner les faiblesses d'écriture que pouvait avoir Shyamalan, il n'en est rien ici. C'est justement son écriture si particulière qui donne tout ce ton étrange au film et cette aura si particulière. En termes de réalisation, on retrouve ses tics. Les face caméra ultra rapprochés, les dolly zoom, c'est fou de voir que ces choix de caméra pour lesquels je l'aurais moqué sur ses derniers films, car ça frisait franchement l'autoparodie, marchent ici du tonnerre de Dieu. Je pense vraiment qu'il a besoin d'être limité par le budget et l'espace afin de ressortir le meilleur de lui-même. Quand il doit rivaliser d'ingéniosité pour dépasser ses limitations, il tient ses promesses et offre du spectacle. Split est une vraie œuvre en termes de mise en scène de divertissement et d'horreur. Peut-être que l'erreur de ces dernières années aura été de le voir comme un nouveau Spielberg, alors qu'on est peut-être face à un nouveau Carpenter, toute proportion gardée bien sûr. Dans l'état actuel de cette critique, j'ai laissé les choses relativement sans spoiler, mais je me dois de discuter la fin, tellement Shyamalan vient de nous sortir sa révélation la plus incroyable et je pèse mes mots. Donc mon conseil actuel est d'aller voir le film, comme vous avez pu voir je suis particulièrement enthousiaste après son visionnage, et revenez si mon avis vous intéresse sur cette fin si particulière. Je n'étais pas préparé à ces 2 dernières minutes. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, mais Shyamalan vient de construire la fin la plus incroyable de toute sa carrière. Mais revenons sur ce qui s'est passé pas à pas. L'histoire de Kevin arrive à son terme, la bête qui est sa 24e personnalité a émergé, le dotant d'une force surnaturelle, et l'avenir est donc ouvert à de nouvelles possibilités, une suite n'est pas à exclure par exemple. Puis, cette musique commence à se jouer. Mon esprit est confus. On ouvre la scène dans un diner américain et l'histoire de Kevin fait les gros titres. Une femme mentionne « ce mec à fauteuil roulant il y a quelques années ». Je commence à devenir fou.
Puis Bruce Willis apparaît à l'écran, vêtu d'un imperméable avec l'inscription Done au dos. J'ai failli tout casser dans la salle. Shyamalan a des balls en titanium pour oser faire ça. Surtout que 20 personnes dans toute la salle ont dû capter la référence. Split est donc une suite cachée d'Incassable. Jusqu'à ces 2 dernières minutes, on était face à un thriller bien ficelé à penchant surnaturel. Mais celle-ci nous offre une recontextualisation complète de l'histoire. C'est en fait une origin story d'un super vilain faisant écho à l'origin story du héros David Dunn dans Incassable. On vient de passer un film entier à introduire un méchant sans qu'un héros vienne intervenir. Les meilleurs méchants sont ceux que l'on veut voir triompher secrètement, et en passant un film entier à nous l'introduire, Shyamalan va rendre l'affrontement inévitable entre Dunn et Kevin beaucoup plus puissant. Il vient de construire un univers de super-héros bien plus consistant que celui de DC à lui tout seul en 2 minutes de fin de film. C'est plus qu'une renaissance pour le réalisateur, c'est un triomphe narratif et une injection de hype à 1000% pour moi, qui me voit attendre Incassable 2 ou Split 2, c'est selon, avec la plus fervente impatience qui soit. Au-delà de cette scène, 2-3 éléments annonçaient cette suite cachée si ça vous intéresse. Tout d'abord Split, le titre qui peut se traduire par fendu ou cassé chez nous, c'est forcément un écho au titre Incassable. Les 2 affiches sont des réflexions l'une de l'autre avec ce verre brisé et d'un côté le noir pour Incassable et le blanc pour Split, montrant l'opposition des 2 personnages. Le verre brisé, ça peut signifier un retour de Mr. Glass dans la suite qui opposera Dunn à la bête. Cette petite référence à Glass, ça peut pas être du hasard, et je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont capté, mais avant sa transformation finale, Kevin se rend dans une gare pour y déposer un bouquet de fleurs. On apprend plutôt que son père est monté dans un train et n'est jamais revenu. C'est le point de départ pour tous les abus qu'il subira ensuite des mains de sa mère, et donc à la création du méchant qu'il deviendra finalement. Ça peut être rien, mais connaissant Shyamalan, la disparition du père de Kevin liée à un train fait sûrement référence au déraillement de train que cause Mr. Glass au début d'Incassable ou aux autres accidents qu'il a provoqués. Je trouverais ça tellement bien que dans sa quête de création d'un héros, il ait finalement créé un méchant et les implications sur la suite. Si ce n'est pas le cas, la métamorphose de Kevin a tout de même lieu dans un train, comme l'élément déclencheur qui fait de David Dunn un héros. C'est encore un parallèle super intéressant en termes d'écriture. Ce sont les éléments que j'ai pu collecter, si vous en avez d'autres, je suis diablement curieux de les connaître. Ce film est juste fou et c'est vraiment une proposition osée que sort Shyamalan. Ça me fait vraiment plaisir de le voir à son meilleur et si jamais Incassable 2 voit vraiment le jour, je serai le premier au cinéma, j'en suis sûr. Je vais mettre en lien une interview qu'il a faite sur Split en général et une déconstruction de son travail et son parallèle avec Incassable si ça vous intéresse. En attendant, si ma critique vous a plu, laissez un j'aime et éventuellement partagez la vidéo.